Bonjour à tous, Ramzan Mabrouk. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter quelques notions de la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est la meilleure théorie dont on dispose actuellement pour comprendre et expliquer le comportement de la matière à l'échelle microscopique. On va s'intéresser dans notre exposé à la notion de dualité onde-corpuscule. Commençons tout d'abord par quelques rappels historiques. Au XVIIe siècle, on sait que la lumière se propage en ligne droite de la source S vers l'image, ou bien l'œil, dans notre cas. Galilée vient de construire la première lunette astronomique. Descartes vient d'établir les lois de réflexion et de réfraction déjà vues en première année, cours optique géométrique. Newton étudie les phénomènes de dispersion de la lumière. Ici, un prisme et la présence d'un arc en ciel, la lumière blanche, donc elle comporte plusieurs longueurs d'onde. Mais une question demeure sur la nature de la lumière. La lumière est une onde ou pluie de particules. D'après Newton, la lumière est constituée de particules. Par contre, pour Huygens, la lumière est une onde. Un siècle et demi plus tard, Fresnel et Young réalisent des expériences de diffraction et de phénomènes d'interférence à deux ondes. Ces expériences, ces phénomènes sont clairement interprétés comme des manifestations du caractère ondulatoire de la lumière. En effet, un rayon lumineux, sur l'écran, on observe une tache centrale trop brillante entourée par des taches secondaires. Donc, la diffraction, c'est un phénomène physique qui ne suit pas l'optique géométrique. Même chose ici pour le phénomène d'interférence à deux ondes. On a un phénomène d'interférence, lumière plus lumière, on obtient des bandes noires, correspondent aux franges sombres. Donc, on ne peut plus expliquer ce phénomène par des particules. Il faut la notion d'une onde électromagnétique. Un peu plus tard, Maxwell publie les 4 équations de Maxwell, nommées Maxwell-Gauss, Maxwell-Faraday, Ampère, flux, qui fait le lien entre la source et les causes et l'effet. Et aussi, on note la présence d'un couplage entre le champ magnétique et le champ électrique. On peut démontrer l'équation d'Alembert et on prouve que l'onde électromagnétique, que la lumière n'est autre qu'une onde électromagnétique qui se propage à la célérité c3 disposant 8 mètres par seconde. Mais revenons historiquement, l'origine de la naissance d'une nouvelle théorie, c'est le rayonnement du corps noir. Je rappelle la définition d'un corps noir est un corps qui absorbe intégralement tout rayonnement frappant sur sa surface. Une réalisation satisfaisante consiste à aménager un trou dans une enceinte fermée dont le revêtement intérieur absorbe et diffuse la lumière qu'il reçoit. Un rayon lumineux atteignant la surface pénètre dans l'enceinte et subit une suite de réflexions plus ou moins diffusantes, telle qu'une très faible fraction de l'énergie lumineuse incidente puisse ressortir vers l'extérieur. Le corps noir se comporte comme un milieu absorbant parfait. Chauffé à haute température, le corps noir émet de la lumière à toutes les longueurs d'onde. En étudiant la répartition de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, courbe bleue, vert, rouge, pour différentes valeurs de température, on obtient une courbe régulière tendant vers 0 pour les grandes et pour les faibles lambda, et présentant un maximum lambda max, d'après la loi de Wien, lambda max fois la température égale une constante qui vous avez vu dans le cours de thermodynamique, 2898 micromètres K. Si on part maintenant de l'hypothèse que la lumière est une onde et qu'on cherche à interpréter
physiquement l'expérience, les courbes expérimentales, Jeans Rayleigh utilise une théorie en utilisant les ondes électromagnétiques et la mécanique statique et propose que le champ électromagnétique rayonné est dû à un ensemble dénombrable d'oscillateurs harmoniques linéaires qui vibrent et on obtient ainsi la loi de Jeans-Rayleigh donnée par cette expression en termes quadratiques de nu. Donc, plus la fréquence du mu, c'est-à-dire plus la longueur d'onde augmente, on a une cohérence entre la théorie et l'expérience. En contrepartie, pour les faibles longueurs d'onde ou bien pour les très élevées fréquences, on obtient un décrochage entre la courbe théorique et expérimentale, ce qui donne une énergie physiquement infinie, ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. La lumière, maintenant, n'est plus une onde. En 1900, Planck résout ce problème de catastrophe ultraviolette en introduisant les quanta, d'où le nom de la mécanique quantique. Les échanges d'énergie se font par quantité discrète multiple de H. Les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement ne se font pas de façon continue, mais par quantité discrète et indivisible. La lumière n'a plus tout à fait les propriétés d'une onde. Parallèlement à la fin du 19e siècle, on a découvert un phénomène intéressant. Quand on éclaire la plaque de magnésium, de sodium par exemple, par une lumière violette, des électrons sont éjectés à peu près dans toutes les directions et à peu près avec la même vitesse. C'est l'effet photoélectrique. Si on éclaire avec une lumière rouge, on n'observe rien, même si on augmente l'intensité de la lumière. On remet de nouveau la lumière violette et on double maintenant l'intensité de cette lumière violette. Il y a 2 fois plus d'électrons éjectés, toujours avec la même vitesse. On ne peut pas comprendre l'effet photoélectrique si l'on considère maintenant la lumière comme une onde. C'est Einstein a interprété ce phénomène en considérant la lumière comme une pluie de particules appelées photons. Donc, l'effet photoélectrique est réalisé seulement à partir d'une fréquence nu supérieure à une fréquence nu S, qui s'appelle fréquence seule. Nous venons de voir que certaines expériences mettent en évidence le caractère ondulatoire de la lumière, d'autres mettent en évidence le caractère particulier de la lumière. Ici, phénomène d'interférence, ici, c'est le fait photoélectrique ou bien corps noir. La lumière n'est ni onde, ni une particule, c'est une onde particule. Ce sont les conditions de l'expérience qui orientent la façon dont on perçoit son comportement. Vous reconnaissez bien ici la formule célèbre E égale H nu, déjà vu en première année pour chimie. E représente l'énergie d'un photon, nu c'est la fréquence de l'onde en Hertz, H constante de Planck. Donc E en joule, nu en Hertz, H constante de Planck, ni autre que joule seconde. E, elle nous renseigne sur l'aspect particulier de l'onde, puisqu'elle représente l'énergie de photon. En contrepartie, nu, c'est l'aspect ondulatoire, puisqu'il est lié à la fréquence de l'onde. H, c'est un terme qui fait le lien entre ces deux aspects. On va regarder ce petit vidéo avec ici un phénomène d'interférence à 2 ondes. Et ici, on fait l'hypothèse que la lumière est un flux de particules. On aboutit à quelque chose de particules impactées sur l'écran avec des chocs aléatoires au bord des fentes. Et on n'obtient pas un phénomène d'interférence classique. Maintenant, si on voit la lumière comme une onde électromagnétique,
on retrouve le phénomène classique déjà vu en optique ondulatoire, des franges centrales brillantes entourées par des franges centrales et brillantes, équidistantes. Maintenant, du point de vue optique quantique, au début, on observe que la lumière se comporte comme un flux de particules, puis un impact. Parce que le nombre de particules est faible. Si maintenant on augmente le temps d'exposé et le nombre de particules, on retrouve bien le phénomène classique figure d'interférence. En notant bien, l'ajout d'un observateur va perturber la mesure. En effet, un observateur, lorsqu'il va mesurer par quelle fente pénètre le photon, il va perturber la mesure et on n'observe plus le phénomène classique d'interférence. Donc, en mécanique quantique, tous les phénomènes sont aléatoires et on ne peut connaître que la probabilité d'observer le phénomène. En 1924, Louis de Broglie, s'écrit Broglie, se prononce Broglie, propose de généraliser la dualité pour la lumière à toutes les particules microscopiques, électrons, protons, neutrons. C'est en 1927 que cette hypothèse est confirmée par l'observation de la diffraction des électrons, puis par les interférences des électrons. Étudions maintenant la relation entre la quantité de mouvement P, H sur lambda, ce qu'on appelle longueur d'onde. H bar, c'est constante de Planck réduite, qui vaut H sur 2pi fois K. K, c'est le vecteur d'onde. Donc, P égale H par K. C'est une relation qu'on va utiliser plus tard. P, comme l'autre fois pour l'énergie, caractérise l'aspect particulier, ni autre que la quantité de mouvement, masse fois vitesse. K, c'est le vecteur d'onde classique qui caractérise l'aspect ondilatoire. Les objets, on note ici la figure d'interférence obtenue avec des particules de matière, brillantes et sombres. Les objets microscopiques de la matière, électrons, protons, neutrons, présentent comme la lumière un double aspect ondulatoire et particulier. Passons maintenant à la validité de la physique classique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand on peut utiliser la physique classique et quand on peut utiliser la physique quantique, ou quand on peut utiliser essentiellement obligatoire la physique quantique. Commençons tout d'abord par quand on peut utiliser la physique classique et quand on va utiliser la mécanique relativiste d'Einstein. Exemple, lorsque la vitesse est très inférieure par rapport à c, on utilise la mécanique classique. En contrepartie, lorsque la vitesse est à peu près égale à la célérité de la lumière, on utilise la mécanique d'Einstein, relativité d'Einstein. Même chose déjà vue en optique géométrique ou optique ondulatoire, lorsque la dimension de l'objet est très supérieure par rapport à lambda, donc on utilise l'optique géométrique. En contrepartie, il faut utiliser la mécanique, l'optique ondulatoire lorsque d à peu près égale lambda. Mais en mécanique quantique, c'est la constante h qui fait la limite de ces deux domaines. Donc, on peut comparer h ou bien h bar, ce qu'on appelle la dimension de moment cinétique, à l'action du moment cinétique du système. Si l'action est très supérieure à h bar, on utilise la mécanique classique. Si l'action du système est comparable à h bar, il faut utiliser ce qu'on appelle la mécanique quantique. D'autres techniques aussi qu'on peut utiliser, on peut comparer la dimension du système par rapport à la longueur d'onde, lambda, qu'on peut le calculer par la loi de P égale H sur lambda. Même chose, si la mécanique quantique est, si A, la dimension du système est à peu près égale à lambda, il faut utiliser ce qu'on appelle la mécanique quantique. On va s'intéresser dans cette figure à quelques exemples pratiques. Tout d'abord, il faut remarquer que la dimension de la constante H n'est autre que E, énergie fois temps, puisque H
l'unité joule fois seconde. Remplaçons l'énergie par force scalaire distance, F, dimension force fois distance, et F, d'après la relation fondamentale de la dynamique, n'est autre que la dérivée de P quantité de mouvement par rapport au temps, on peut trouver facilement quantité de mouvement fois longueur. Donc, H, la dimension dans le système international, dans universel, M, L au carré, T-1. H au carré, on peut utiliser aussi H au carré. H, voilà, ml au carré T-1. H aussi, on peut l'écrire E fois T, multiplié T fois T-1, simplification, et on trouve que H au carré, dimension d'une énergie, fois masse, fois longueur au carré. Par exemple, prenons l'exemple d'un électron d'énergie cinétique 10 électronvolts, c'est-à-dire d'une quantité de mouvement P égale 2m E, énergie cinétique, qui vaut disposant de moins 24, puisque l'énergie cinétique égale 1/2 mv au carré, qu'on peut l'écrire aussi P au carré sur 2m. En calculant la longueur d'onde, on peut utiliser H à l'aide de cette expression, H sur P, on trouve de l'ordre disposant moins 10 à l'échelle atomique. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle la mécanique quantique. En contrepartie, si on prend une personne de quantité de mouvement de l'ordre de 70 kg m/s moins 1, P égale masse fois vitesse, la longueur d'onde vaut disposant moins 36. C'est très inférieur par rapport à la taille d'une personne. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle la mécanique classique. Prenons un circuit classique RLC tel que la charge Q05 picocoulomb, L 40 millihenry et C 0,1 microfarad. L'énergie de ce circuit, on peut l'écrire sous la forme Q au carré sur 2C qui vaut la valeur suivante. T aussi, 2pi fois racine de LC, temps caractéristique d'oscillation du circuit, à l'action du système de l'ordre de disposant 23 H bar. C'est un terme très supérieur par rapport à H bar. C'est pour cette raison, lorsqu'on va utiliser la mécanique le circuit RLC, on utilise ce qu'on appelle la mécanique classique. Passons maintenant, dernier exemple, vase rempli d'hélium en rotation, la quantité de mouvement m, r, oméga, oméga n'est autre vitesse de rotation, de l'ordre disposant moins 29 par exemple, kg m/s moins 1, l'action du système en utilisant cette expression quantité de mouvement fois longueur, P, action du système, P fois R égale 40 H bar. De l'ordre de grandeur de H bar, donc il faut utiliser ce qu'on appelle la mécanique quantique. Merci pour votre attention et à la prochaine.